à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 32. Moi, c'est Plax et vous avez de la chance, j'ai réussi à choper Thiergo en plein transit entre 3 semaines de vacances en Croatie dans sa villa qui vient de passer. Et, il est rentré 2 jours sur Paris. Il repart bientôt en Corse pour 1 mois. Comment ça va, mon cher Thiergo ? Eh ben écoute, ça va très bien. Quand on se rend compte de la quantité de revenus qu'on génère rien qu'avec ce podcast, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on continue à travailler. L'argent généré par ce podcast, c'est vrai, permet de s'acheter des villas en Croatie. C'est top, hein. Ouais. Voilà, on vous dit la vérité. Voilà, on se fait C'est grâce à vous, les auditeurs. Bon, il s'est passé 1 mois depuis le dernier podcast, un peu plus même. C'était la période un petit peu tranquille. Il y a eu le début du training camp. Et puis voilà, il n'y a pas spécialement grand chose à dire. C'est le début des matchs, on est au milieu des matchs de pré-saison, puisqu'il n'y a que 3 matchs cette année. Et on va revenir un peu sur tout ça. Donc 2 parties sur ce podcast. Une première partie, on va parler un peu de ce qui s'est passé pendant les training camps. Et deuxième partie, on va revenir sur les 2 premiers matchs qui ont eu lieu contre les Jets et contre les Browns. Est-ce que ce programme te convient ? Est-ce que tu veux y apporter des modifications ? Je sais pas, j'aurais bien parlé un peu des Ravens et des Browns. Mais... Eh ben, on peut si tu veux. Parler des Ravens. Non, mais je suppose que nous allons discuter de ce programme qui a l'air fort sympathique. Faisons ça. Donc, alors, il s'est passé des trucs pendant ce training camp. Il était quand même plutôt mouvementé, ce training camp, moi j'ai trouvé. Avec pas toujours des choses en bien, en tout cas, vu de l'extérieur des Giants, avec Joe Judge qui s'est fait critiquer sur ses fameux tours de terrain, etc. Mais le premier truc marquant, ça a été Kelvin Benjamin. Je me demande si c'est pas au tout premier jour du training camp. Le mec débarque et de ce que j'ai compris, et Joe Judge lui a demandé de perdre, c'était combien ? 15 pounds, je sais plus, c'était entre 5 et 10 kilos parce qu'il était un peu trop lourd et donc on lui avait demandé de perdre un peu de poids. Il ne l'a pas perdu et apparemment, alors ça c'est assez ouf, j'ai du mal à savoir si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qui s'est dit. Le mec bouffait, parce qu'il y a de la bouffe qui est à disposition, déjà il mangeait un peu trop et en plus il prenait de la bouffe pour chez lui. Alors ça c'est quand même, ça a fait réagir et puis les gens se sont dit c'est pas possible, le mec vole de la bouffe, bah a priori oui. Donc premier jour du training camp, t'as petit conciliabule avec Joe Judge et Gettleman et ils vont le voir et ils lui disent bon bah merci t'es gentil de partir mais c'était peut-être le 2e jour je sais plus mais bon ça c'était assez marrant donc on avait un peu échangé sur lui, on s'était dit est-ce qu'il va réussir à faire le roster ou pas, on n'y croyait pas trop mais ça, le suspense ça n'a pas duré trop longtemps. Je sais pas si t'avais suivi cette affaire mais moi ça m'avait fait bien marrer en tout cas. Ouais, alors je t'avoue que j'avais pas regardé jusqu'à aujourd'hui ce qu'il avait dit exactement, mais quand tu lis ce qu'il reprochait à Joe Judge, c'était en mode c'est pas de ma faute, il aimait pas ma tronche, mais faut en effet, comme tu l'as rappelé, il bouffait, enfin il avait l'air de bouffer beaucoup, de bien manger à la cantine, mais c'était quand même à la base un receveur qui arrivait avec un gabarit plus gros qu'un tight end quoi. Il était même plus gros que Evan Engram. Voilà. Après, je pense pas qu'on ait perdu grand chose avec ce type-là. Alors par contre, ce qui est quand même assez marrant, d'ailleurs, aucune autre équipe l'a pris. Je me demande s'il s'est pas dit qu'il allait se mettre à la retraite. Mais en parlant de retraite, on a quand même 3 joueurs qui, après avoir fait quelques entraînements sous Joe Judge, se sont dit ouais bon en fait je préfère prendre ma retraite. C'est ça. Et deux linemen notamment. Ouais, alors attention, a priori il n'y a absolument pas de lien. Hein. C'est pas comme si les mecs avaient dit je prends ma retraite et puis 2 jours après avaient signé ailleurs. C'est pas ce qui s'est passé du tout. Les mecs ont vraiment pris leur retraite. C'est pas impossible que tu vois les mecs se disent. En fait, ce qui revient souvent et ce que j'ai entendu, c'est qu'a priori le training camp, bah quand tu arrives à un certain niveau et un certain âge dans ta carrière NFL, t'as plus forcément envie de te taper tous ces entraînements, tout ça. Donc les mecs se disent allez je tente encore une année, puis finalement ils ont plus la motive et ils laissent tomber quoi. C'est plutôt ça qui s'est passé et les mecs ont plus besoin d'argent à ce niveau-là. A priori ils ont passé tous au moins une dizaine d'années en NFL. Donc même si t'as des salaires pas très hauts, généralement t'es tranquille pour le reste de ta vie quoi. Non mais tout à fait, en effet ce sont des gars qui avaient quand même pas mal d'années d'expérience et je pense que c'est peut-être un peu le revers de la médaille de la méthode Joe Judge parce qu'on a quand même nous en tant que fans on a quand même trouvé ça très bien qu'il ait cette méthode qui avait été pourtant critiquée par d'anciens joueurs de faire des tours de terrain aux joueurs qui se plantaient, d'avoir
une pratique un peu plus disciplinaire lors des entraînements. Mais je pense que du coup, le revers de la médaille de ça, c'est que quand tu as des vieux joueurs qui en fait se disent ouais, bah non, en fait, ça me fait chier de faire des tours de terrain juste pour une erreur comme ça, et qui préfèrent raccrocher leurs crampons. Ouais, mais je sais même pas si vraiment c'est ça le souci, hein. À mon avis, même s'il n'y avait pas eu de tour de terrain, c'est des mecs qui auraient, quoi qu'il arrive, arrêté, hein, a priori. Je pense pas que vraiment Ouais. que ce soit le problème de tour de terrain, même si, encore une fois, on a encore entendu parler, les fameux tours de terrain, ça fait chier, c'est n'importe quoi, c'est du niveau high school, on n'est plus censé faire ça en NFL. Aucun joueur sur le terrain ne se plaint, c'est pas comme s'il y avait eu des critiques, et a priori, Joe Judge est 100% soutenu par l'intégralité de ses Ah joueurs, bah donc ça a, il n'y a ça a aucun été souci. plébiscité. Ouais. Ouais, ça a été plébiscité par plusieurs joueurs pendant l'intersaison qui disaient ils avaient besoin de ça. Et c'est si on remet les choses un peu dans leur contexte, les Giants, enfin les joueurs des Giants qui ont été là sur au moins les 5 dernières années ont connu Ben McAdoo et Pat Shurmur qui en fait étaient en mode pas de discipline, table de ping-pong dans les vestiaires, etc. Et il fallait quelqu'un qui vienne un peu cadrer tout ça. La coke à la fin des matchs, enfin, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Enfin un peu de discipline dans ce vestiaire des Giants. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ce training camp? Eh bien, on a eu droit à une bagarre générale. Alors ça, c'était le truc aussi qui a fait parler, puisque forcément, bagarre générale. Alors ça, c'est classique, hein. Les bagarres dans les training camps, c'est classique. Encore plus dans les joint practices, quand tu t'entraînes avec d'autres équipes, ça c'est encore plus évident. Mais il faut savoir que quand on est dans une équipe NFL, il y a une grosse rivalité quand même entre l'attaque et la défense. En général, quand il y a des bastons comme ça au sein de la même équipe, c'est pas le QB qui va mettre une droite au receveur. Ça se passe pas comme ça. C'est une petite embrouille. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. Je crois que c'est Corey Clement qui, en bout de course, se fait un peu pousser par peut-être McKinney ou un safety qui le met au sol. Je sais pas qui est pas content à côté, repousse le safety, et puis après, t'en as un autre qui est pas content et qui repousse. Finalement, ça se transforme un petit peu en baston. Donc, ils se sont mis un petit peu sur le nez. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, quand ils ont un peu sorti tout le monde de la mêlée, bah, t'avais tout en bas de la pile, t'avais notre QB qui était là, Daniel Jones, qui est sorti du truc. Qui a Un envie peu de en se mode... battre. Je suis pas sûr qu'il ait envie de se battre, mais moi je trouve ça vachement bien qu'il soit allé dans le truc. Parce que souvent le QB c'est un peu le mec qui va être en retrait et qui va un peu, tu vois, regarder ça de loin et qui est pas qui fait pas partie de l'équipe, mais qu'on protège un peu, tu vois, qui a le maillot rouge pour pas se faire taper pendant les entraînements, qu'il y a des drills de contact. Alors ça arrive rarement en NFL, mais ça va arriver. Il va jamais les faire. Même en France, hein, en France, les drills de contact, souvent le QB on va le mettre de côté parce qu'on n'a pas envie qu'il se blesse. Et je pense qu'il a envie de s'imposer et de montrer que il fait partie de cette équipe et qu'il est là dans les bons moments, mais aussi comme dans les mauvais. Et si ça se bastonne, il sera là et les gars peuvent compter sur lui. Et du coup, il y a eu deux versions de ce truc-là, deux visions. Il y a eu la vision des gars qui se sont dit c'est n'importe quoi, il y a vraiment, enfin voilà, le Joe Judge perd ses joueurs et ça se fout sur la gueule, c'est n'importe quoi, le groupe vit pas bien du tout. Et t'as eu de l'autre côté ceux qui se sont dit mais en fait c'est vachement bien que dès le début du training camp, les mecs ils en veulent tellement, enfin dès le premier entraînement équipé, ils en veulent tellement que voilà, ça déborde tout de suite, mais c'est juste un trop d'énergie, ils ont envie de bien faire, ils ont vraiment envie de se battre pour cette équipe. Et moi je suis plutôt du deuxième avis, peut-être parce que j'ai envie de croire en ce deuxième avis, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose de négatif à 100% cette baston, et c'est plutôt comme, voilà, on peut le voir comme une réelle envie de gagner des joueurs qui en ont marre de perdre tout simplement et qui sont prêts à tout donner pour l'équipe. Ouais, non, on est dans du classique, hein, et je pense pas qu'il y ait un quelconque malaise. D'ailleurs, moi, j'avais pas entendu parler des gens qui disaient que Joe Judge perdait son vestiaire et T'as qu'il y toujours avait un des mecs malaise. qui vont décrier le truc. Non, bien entendu, mais enfin, c'est en tout cas dans les personnes sérieuses qui couvrent la NFL et que je suis, j'ai pas, enfin tu vois, par exemple les Skip Bayless et compagnie, je les écoute pas parce que eux, ce sont des trolls qui sont là pour faire de l'audience, donc j'écoute pas ce qu'ils racontent. Ouais. Donc ça m'étonnerait pas que des types comme ça aient sorti un truc comme ça. Mais ouais, non, en fait, les bastons en début de training camp, c'est surtout en effet qu'en plus t'arrives dans le contact, les esprits sont un peu chauds et puis il y a des petits débordements. Par contre, je pense qu'on aurait été très mal, et d'ailleurs Joe Judge n'était pas content que Daniel Jones se retrouve au milieu de cette mêlée-là. On aurait été très très mal si on avait un QB qui s'était fait mal au bras, enfin qui s'était blessé sur une baston de training comme quoi. Donc surtout qu'il a une saison critique, hein, Daniel Jones. Tout le monde l'a dit pendant toute l'intersaison, et ça je suis d'accord, c'est la saison où Daniel Jones il doit faire ses preuves
Sinon, les Giants ils vont devoir passer à autre chose. Donc il doit notamment se préserver et faire attention à pas mettre sa saison en danger bêtement. Non, alors je suis complètement d'accord avec toi. S'il s'était blessé et que le mec avait été out pour quelques matchs ou même la saison ou un truc, Ouais. voilà, ça aurait été assez ridicule. Heureusement, c'est pas le cas. Personne n'a été blessé et je pense qu'il a gagné en crédit auprès de son attaque parce que t'as envie. Le QB, c'est vraiment un leader sur le terrain mais aussi psychologique, tu vois, parce que c'est lui qui donne la cadence, il annonce le jeu. Typiquement, tu vois un truc tout con. Mais t'es le QB, t'arrives dans le huddle, t'as le head coach ou le coordinateur offensif qui t'a donné le jeu dans l'oreillette, donc à ce moment-là, il n'y a que toi qui l'as, et tu dois transmettre l'information à toute ton équipe qui sont dans le huddle. Si à ce moment-là, tu vois, t'es pas bien, tu bafouilles, tu sais pas trop ce que tu dis, tu te trompes, bah, déjà, le jeu il est quasiment foutu parce que les mecs ils se disent le mec c'est même pas c'est lui le chef, il doit nous dire ce qu'on doit faire, il sait même pas ce qu'on doit faire, comment on peut suivre, c'est pas possible. Alors que si t'as un QB qui est confiant, qui va te donner la tactique, qui va t'entraîner, qui va avoir une voix un peu enfin tu vois c'est tout bête hein, mais c'est vraiment des trucs comme ça de motivation un peu de l'équipe et qui est sûr de lui etc. Bah voilà ça, et je pense que le fait qu'il soit un peu impliqué dans cette bagarre, c'est tout con mais va jouer en sa faveur au final dans cette saison. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, il n'y a pas eu spécialement de problème à ce niveau-là. Et puis les joueurs l'ont dit en interview, une fois rentrés dans les vestiaires, ils se sont tapés dans les mains, il n'y a pas de problème, on a oublié, on passe à l'entraînement suivant, quoi. Donc vraiment aucun souci. D'ailleurs, en fait, je repense à un truc, puisqu'on parlait juste avant des joueurs qui avaient pris leur retraite. Les Giants ne sont pas les seuls à qui c'est arrivé. Hein. Je crois que chez les Raiders, il y a aussi 3 joueurs à qui c'est arrivé et d'autres équipes aussi qui ont eu des problèmes similaires. Donc juste je repensais à ça parce qu'on a l'impression que les Giants sont un cas unique, mais en fait pas du tout. Non, et pour ceux qui regardent un peu Hard Knocks, alors j'ai pas du tout regardé Hard Knocks cette c'est tout saison. Pourri, tout nul. Pas du tout intéressant. Je m'apprêtais à poser la question sur Twitter pour savoir si ça valait la peine de regarder, parce que c'est quand même les Cowboys qui nous avaient fourni des bonnes saisons de Hard Knocks, parce que c'est Jerry Jones et compagnie qui est là pour le show. Si c'est tout pourri, ça fait quand même 5 ans que je trouve que Hard Knocks est devenu tout pourri, donc j'ai arrêté de regarder. Mais tout ça pour dire que, en effet, à chaque saison de Hard Knocks, tu vois qu'il y a généralement un joueur qui est un peu vieux, se dit bon allez une dernière saison, et puis en effet après quelques entraînements il se dit non, en fait c'est bon, mon corps me dit d'arrêter, je veux plus, j'ai pas l'envie, c'est pas qu'ils ont la flemme, mais c'est que c'est tellement, enfin je pense que enfin toi t'as pratiqué ce sport donc tu sais un peu ce que ça implique physiquement, mais je pense que surtout quand t'arrives à ce niveau là, c'est toute ta vie. Donc quand t'as fait ça pendant 10 ans, ou même quand t'as fait ça pendant 5 ans, t'as envie de dire ouais, c'est bon. Mais attends, t'as fait ça pendant 10 ans en NFL, mais t'as fait ça pendant 10 ans avant pour arriver à la NFL, donc tu viens pas de commencer, quoi. Donc, non, tout à fait. Mais oui, c'est effectivement, physiquement, rien que jouer à un niveau vraiment amateur, c'est déjà... Bon, alors moi j'étais QB, donc j'étais un peu épargné par certains coups, mais malgré tout, tu rentrais des matchs, t'avais un peu mal partout. Pendant sur la touche. Voilà, moi je regardais les mecs se taper dessus. Non, mais c'est clair que physiquement, c'est un sport, à part ça, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le training camp après? Est-ce qu'il y a d'autres choses à côté desquelles je serais passé, que toi t'avais noté de loin peut-être Saquon Barkley, on peut peut-être un peu parler de Saquon Barkley. Ouais, alors il y a quelques blessures, c'est vrai, ça c'est un petit peu chiant. D'ailleurs, Saquon Barkley n'est pas le seul. Là, c'est pas tellement une blessure, c'est plus le retour de blessure. Je pense que vous avez peut-être vu un peu, enfin je dis vous, je parle de toi et nos auditeurs, c'est les vidéos et photos de Saquon Barkley. D'ailleurs il y en a une où on voit sa jambe au premier plan, enfin c'est impressionnant la masse de muscles que ce type représente, et en fait il a fait le début du training camp sur la PUP list, qui je crois que c'est physically unable to perform, donc en fait t'es pas encore en état de t'entraîner, c'est une sorte de pré-injured reserve, et il a été activé, mais pour le moment Joe Judge et le coaching staff est vraiment très très précautionneux avec lui, ils veulent pas lui faire participer à des gros entraînements. Il y a apparemment que quelques linebackers qui ont le droit de le plaquer, parce qu'ils veulent pas qu'en fait il y ait genre un linebacker qui est en train de se battre pour une place dans l'équipe et qui cherche absolument à faire un plaquage et fasse un plaquage qui blesserait Saquon Barkley. Donc je crois qu'il y a notamment que Blake Martinez qui a le droit de le toucher, et pour le moment Joe Judge dit qu'il va pas le faire jouer pendant la pré-saison. Oui, et peut-être qu'il va jouer un tout petit peu dans le joint practice contre
Euh, Les Patriots. Les Patriots, oui, qui va arriver là. Je pense que ça commence demain, au moment où on enregistre ce podcast. Mais il ne devrait effectivement pas jouer dans le match. Il n'y a pas d'intérêt, très honnêtement, à part lui faire reprendre un peu de rythme, mais je vois vraiment pas l'intérêt. Autant pas le faire jouer, pas risquer quoi que ce soit, ça sert à rien, et le laisser encore récupérer un maximum, et qu'il soit prêt. À mon avis, il sera prêt pour la week 1, il n'y a pas de raison qu'il joue pas, je pense, en semaine 1. Ouais. Alors peut-être qu'il jouera pas à 100%, mais même je pense que c'est souhaitable de le faire jouer quelques snaps. Il y a des running backs remplaçants, on en parlera un tout C'est pour petit ça peu. qu'on a Devontae Booker, hein. C'est pour ça qu'on l'a signé, mais enfin, je comprends l'approche prudente de Joe Judge, Bien mais sûr. en même temps, je me dis, il y a un moment, il va falloir qu'il se remette au contact, de toute manière. Oui. Donc alors, je suppose qu'on va avoir droit à ça pendant les joint practice Oui. avec les Patriots, mais je sais pas si ça vaut la peine de le faire rentrer, au moins pour une série lors du match de pré-saison. Bon, on verra bien. Mais de toute façon, à un bout d'un moment, il va falloir qu'il aille sur le terrain et qu'il s'essaye, qu'il ait des vrais plaquages, qu'il casse quelques chevilles. Bon, on espère que cette fois tout tienne et qu'il n'y ait pas de problème. Mais ça nous permet aussi sauf si tu veux dire autre chose sur les running backs, de faire peut-être une transition vers la ligne offensive qui a l'air d'être quand même un très très gros chantier de cette. Moi je voulais surtout, tant qu'à parler des blessés, je voulais surtout parler de Kenny Golladay qui lui pour le coup s'est blessé pendant le training camp et qui est en train de revenir aussi. Donc il y a plusieurs joueurs qu'on attend de retour de petites blessures. La Golladay plutôt, là il n'y a pas eu un gros truc, mais voilà, il y a quelques joueurs dont on attend le retour. On espère qu'ils seront prêts pour cette semaine 1, puisque dans mes pronos j'avais dit qu'on gagnait un premier match. Je ne sais plus ce que toi t'avais dit dans tes pronos, mais j'espère que tout le monde sera là en tout cas. Il me semble que j'avais. T'avais dit défaite, hein? Attends, je regarde, écoute, je te laisse continuer pendant que je retrouve. Bah non, j'ai rien à dire de plus, alors t'en vas pas, me laisse pas tout ça. Non, oui, mais bien sûr. De toute façon, moi j'espère qu'on va faire 17-0, puisque maintenant on a 17 matchs. Voilà. Attends, il y a aussi Cal Rudolph aussi, qu'on attend aussi, qui s'est toujours pas entraîné, donc voilà, ça fait... Mais lui, c'est à cause de ça, c'est à cause de son pied, non? C'est quoi? De son pied, il a eu une opération du pied. Oui, en fait, on l'a signé en sachant qu'il allait devoir se faire opérer, qu'il serait pas disponible tout de suite. Mais voilà, donc ils ont tous des raisons différentes, mais ça fait au moins 3 joueurs, là, t'as 3 titulaires quand même, t'as Golladay, t'as Rudolph et t'as Barclay, qui sont quand même attendus au tournant. Donc voilà, on espère vraiment qu'ils seront là pour la semaine 1, ça pourrait faire pas mal de changements. De toute façon, on a Evan Engram. Alors attends, ah oui! Mais oui, on n'a pas parlé d'Evan Engram, évidemment. Alors, ce qui revient de tous les insiders qui voient les entraînements, c'est que le mec le plus chaud de tous nos entraînements, c'est Evan Engram. Ça, quand même, ça, c'est... Alors, j'espère que c'est pas juste un coup de mec qui est chaud pendant un entraînement et qui, après, va de nouveau rien donner, parce que ça serait terrible. Mais a priori, il est plus en forme que jamais, avec deuxième joueur qui est dans la meilleure forme de toute sa vie. Et a priori, il a mis la misère aux défenseurs des Browns, au point qu'il y en ait un qui en est marre et qui a envie de lui taper dessus. C'est Sterling Shepard, qui, a priori, dans les 1 contre 1, il a mis la misère à Troy Hill, et Troy Hill n'était pas content, il a fini par le chauffer un peu, ils en sont venus aux mains. Mais voilà, ces deux joueurs-là, Sterling Shepard et Evan Engram, a priori, sont vraiment au top du top, et Sterling Shepard, j'en ai entendu aussi beaucoup parler, il est ultra affûté. Ouais. Et Sterling Shepard, moi je m'en fais pas. C'était un joueur qui était déjà productif avant, qui est excellent dans ce qu'il fait, et j'espère vraiment qu'on aura une saison complète de sa part, parce que pour le moment, la seule chose qui s'est mise en travers de son chemin, ce sont les blessures et notamment les commotions. Ouais. C'est d'ailleurs il y a pas longtemps, je crois que lors d'un de nos précédents podcasts, on disait en fait il a une commotion de la retraite, parce que c'est peut-être d'ailleurs lui-même qui l'avait dit, il me semble. Ouais, c'est possible. Mais pour Evan Engram, écoute, je sais pas si il est vraiment si chaud que ça, mais j'ai surtout en fait l'impression que, alors j'ai pas envie de rentrer dans la théorie du complot ou pas, mais tous les journalistes qui couvrent les Giants et Giants.com ont tellement parlé d'Evan Engram qu'en fait je me suis demandé s'il n'y a pas une sorte d'opération marketing pour réhabiliter l'image d'Evan Engram, pour dire non mais en fait ce gars-là il va... J'espère que c'est le cas, ça se trouve il va être super bon et il va me faire mentir. Moi j'avais envie qu'il dégage cette saison parce que j'en pouvais plus. Bah oui, pareil. Mais
Après, si c'est la saison où enfin on peut avoir le plein potentiel d'Evan Engram, tant mieux. Bon, Mais ça fait que 18 ans qu'on attend ça, donc tout va voilà, bien. non mais en fait voilà, en fait un gars qui performe en entraînement, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que je m'y attends. Ils sont dans un environnement contrôlé, ils sont dans les conditions les plus faciles pour réussir. C'est au contraire, si on me disait Evan Engram, en fait, arrête pas de faire drop sur drop à l'entraînement, je me dirais, bon, bah, ça va pas s'améliorer pendant le match de pré-saison. Et d'ailleurs, j'ai lu quelques beatwriters qui disaient que il y a eu des périodes du training camp où Daniel Jones avait pas énormément de succès. Et est-ce que est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? Je sais pas, mais c'est sûr qu'en fait quand on lit ce genre de choses, c'est pas très rassurant. Non, alors drop sur drop, tu disais drop sur drop à l'entraînement, c'est ce qui est arrivé à David Tyree avant le Super Bowl et avant son catch de Oui, l'histoire, hein, donc ça, voilà, bon. Non, et sinon pour revenir sur ce que je disais sur Daniel Jones, ce qui s'est dit, c'est qu'il était inconstant et que il avait des très bons entraînements et des entraînements moins bons. Voilà, donc il a manqué de consistance, on va dire, sachant que contre les Browns récemment, et c'est aussi pour ça que ils n'ont pas fait jouer de titulaire ou très 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 peu de titulaires. Je crois qu'il n'y a que McKinney qui a joué un drive. En fait, il y a eu des entraînements assez lourds et les Giants ont été un tout petit peu dominés sur la première journée, mais ont vraiment dominé les Browns sur la deuxième avec nos titulaires. Et Jones a été très convaincant. Donc bon, ouais. c'est à voir ce qu'il va donner sur la saison. Peut-être que le temps qu'il monte en rythme et tout ça, la saison n'a pas encore commencé. Donc moi, ça m'inquiète pas encore à ce niveau-là. On va voir, hein. Il y a le temps encore. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, pour Jones, tu disais qu'on n'a pas vu Kenny Golladay, on n'a pas aussi non plus vu beaucoup Kadarius Toney. Ah bah on l'a pas vu du tout. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, puisque Joe Judge n'a pour le moment, enfin le coaching staff des Giants, je crois que pendant la pré-saison, enfin au premier match de la saison, ils n'ont pas d'obligation de donner trop de détails sur les blessures des joueurs. Hmm. Et petite parenthèse, parce que j'ai enfin l'Excel sous les yeux, j'ai également prédit une victoire contre les Ah, Broncos, hein, ok. donc jusqu'à présent on est raccord. C'est contre la Washington Football Team D'accord. que j'ai prévu une défaite. Ok. Mais voilà, en Mais fait cette Tony, oui, patte... c'est bizarre, hein. Je suis Ouais, d'accord avec toi. On sait pas trop ce qui se passe. Alors il y a eu le Covid. Mais il aurait ouais, dû revenir. A priori, il a une mini blessure sur un truc et pour l'instant, ouais. il s'entraîne pas vraiment. Il est sur le bord du terrain, il fait des passes, des petits trucs, des mini drills, mais c'est vrai qu'il est un peu laissé de côté. Donc c'est vrai que c'est un tout petit peu inquiétant et ça fait toujours chier quand ça arrive à ton premier tour de draft, quoi. Bah, surtout que du coup, ce sont en fait des nouveaux joueurs qui n'ont pas vraiment, tu vois, Goladé comme Tony, ils n'ont pas vraiment, et Rudolph aussi, ils ont pas du tout eu l'occasion de s'entraîner pendant l'été avec Daniel Jones. Enfin, en dehors, je crois que certains d'entre eux ont pu faire des entraînements volontaires avec Daniel Jones, mais et donc de se synchroniser. Donc c'est quelque chose qu'ils vont devoir apprendre en cours Mm. de saison. Bon, ce sont des professionnels, ils le feront de toute manière assez rapidement, mais il va falloir aussi s'attendre vis-à-vis de Golladay, Rudolph et surtout Tony qui était un rookie à certains problèmes de communication. Mais ce qui est déjà bien, c'est de voir que Shepard est là et du coup Engram aussi. Il y a d'autres receveurs aussi qui se sont bien fait remarquer. Ouais, on en parlera peut-être juste après quand on va parler des matchs, mais tu as aussi Darius Slayton, hein, qui, en fait, les receveurs qui ont été le plus présents, c'est ceux qui étaient déjà l'année dernière, donc ceux qui avaient le moins besoin d'apprendre le playbook, donc c'est un tout petit peu dommage, ça, effectivement. Bon, écoute, on verra. En tout cas, moi, s'il y a un petit truc qui m'inquiète un tout petit peu là en ce moment, et où c'est toujours chiant de pas savoir, en fait, parce que t'as l'impression qu'on te cache quelque chose, et c'est toujours mieux d'être au courant de ce qui se passe exactement, mais l'histoire Tony, là, bon, on sait pas. Donc, on espère que c'est pas un problème de comportement ou une blessure qui serait cachée ou quoi que ce soit. Enfin, j'espère vraiment qu'il va pouvoir rechausser les crampons vite et être en équipé et jouer rapidement, parce que sinon ça va faire parler et c'est un petit peu relou. Ouais. Écoute, je te propose qu'on parle de ces deux premiers matchs, hein, puisque tu parlais des receveurs qui se sont fait remarquer. Je vois de qui tu veux parler. Donc sur les deux premiers matchs, donc les Jets et les Browns, aucun titulaire n'a joué. Alors il y a juste la O-line titulaire qui a joué deux drives, je crois, contre les Jets et après qui est sorti direct.
Et au match contre les Browns, la O-line titulaire n'a pas joué du tout. Comme je disais tout à l'heure, le seul titulaire qui a peut-être joué, c'est McKinney et d'autres joueurs importants, mais qui sont pas forcément titulaires en puissance. Et globalement, c'était principalement des remplaçants. Et le but pour Joe Judge et son staff, c'est de pouvoir juger et de faire son roster des 53. C'était clairement ça, c'est laisser sa chance à tout le monde et ne pas écarter quelqu'un que tu n'as même pas testé en conditions réelles. Ça aurait été. Enfin, je trouve que c'est plutôt honnête et c'est plutôt bien vu parce que tu sais jamais un mec qui peut éclore sur un match ou quoi. C'est toujours important de regarder. Et notamment, un joueur qui a été en vue sur ces 2 premiers matchs, et je pense que c'est de lui que tu parlais, c'est David Seals, qui a joué beaucoup en attaque. Il a joué dans les 2 mi-temps, il a joué beaucoup de snaps. On avait entendu parler beaucoup de lui pendant les matchs, les entraînements, pardon, le training camp. Et ça s'est concrétisé sur le terrain. Il a fait, je crois, 3 réceptions sur le premier match, 3 réceptions sur le deuxième. Voilà, c'est pas énorme, c'est effectivement pas du niveau de Victor Cruz à l'époque, mais ça reste intéressant. Ouais, Victor Cruz, en effet, qui s'était fait remarquer il y a quelques années, enfin maintenant ça paraît loin, mais lors d'un match contre les Jets, c'était d'ailleurs, je crois, la saison où Hard Knocks filmait les Jets qui étaient menés par Rex Ryan, et à la fin du match, Rex Ryan qui va voir Tom Coughlin et qui lui dit je sais pas qui est le numéro 3 parce que Cruz portait le numéro 3 à l'époque, mais il est top parce que je crois qu'il avait fait 2 ou 3. Il avait dit ça? Ouais, Rex Ryan était allé voir Coughlin en disant putain, il est incroyable votre numéro 3 parce que je crois qu'il avait marqué au moins 2 TD si ce n'est 3 contre les Jets. Mais faut que j'aille le remater ce Hard Knocks. Trop bien parce qu'il doit être dispo en plus. Ouais. Bah tu peux trouver l'extrait. Écoute, je vais regarder ça. Ouais. Tu peux trouver l'extrait sur YouTube à mon avis. Ouais, ok. En tout cas, pour revenir à David Seals, en effet, il a une bonne pré-saison. Juste pour retracer un peu son histoire, il est undrafted depuis 2019 et en fait il passe plusieurs training camps avec nous, donc il connaît un peu l'équipe et là on voit qu'il est en train de faire son trou. J'espère que, en tout cas moi je mets une petite pièce pour lui pour faire partie de l'effectif final. Ouais, la bagarre, ça va être entre lui et CJ Board pour le poste de receveur numéro 5, puisque les 4 titulaires, il n'y a pas trop de discussion. Ça va être Kadarius Toney, évidemment. Alors, on vient de parler de ses éventuels problèmes, on ne sait pas trop ce qu'il a, mais normalement, il devrait être dans les 4 titulaires, avec Darius Slayton, avec Sterling Shepard et avec Kenny Golladay. Évidemment, il peut y avoir toujours des blessures pendant la saison, notamment l'an dernier, on a vu, il y a eu beaucoup de rotation au poste de receveur. D'ailleurs, l'an dernier, David Seals était blessé, et c'est là où on aurait vraiment eu besoin de lui, je sais pas si tu te souviens, mais à chaque fois on se disait, il nous manque une cible vraiment de end zone, un joueur grand et capable d'aller catcher des ballons dans la end zone pour marquer des TD. C'était exactement l'année où David Seals aurait dû jouer un maximum, et c'est là où il a été blessé malheureusement. Alors que cette année, avec Kyle Rudolph et avec Kenny Golladay, David Seals, il a un physique dont on a un tout petit peu moins besoin, mais bon. On verra bien ce que ça va donner avec CJ Board, et ce qui serait vraiment dommage en tout cas, c'est qu'on le foute en practice squad et qu'une autre équipe aille le récupérer, puisque vous savez qu'on peut aller chercher des joueurs dans les practice squad des équipes adverses si on en fait un joueur de son 53, donc ce serait bien triste. Autre joueur très en vue, si on la joue comme ça, si on essaye de regarder un peu les joueurs qui sont vraiment en vue, on a beaucoup parlé de lui en défense, c'est Carter Coughlin qui est passé du poste de outside linebacker au poste d'inside linebacker. Ouais, Carter Coughlin qu'on avait drafté en fin de draft l'année dernière, qui, si je me rappelle bien, avait fait un excellent match contre les Seahawks. Quand on avait battu les Seahawks, c'était l'un des joueurs qui avait pour responsabilité de contenir Russell Wilson, ce qui n'est pas une mince affaire. Et là, cette année, Patrick Graham a décidé de le mettre à l'intérieur aux côtés de Blake Martinez, parce que je crois que sinon l'autre option, si je dis pas de bêtises, c'était Crowder. Je sais pas si il a suffisamment montré de bonnes choses pour remporter le poste de titulaire, mais en tout cas il a fait une bonne transition dans le poste d'inside linebacker, et j'ai l'impression qu'on voit le numéro 49 partout en défense.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. On le voit partout. Il fait des plaquages. C'est des bons plaquages, des vrais plaquages d'inside linebacker. Je trouve qu'il réagit comme un inside linebacker, comme s'il avait joué à cette position tout le temps. Il est capable aussi d'aller mettre la pression sur le quarterback, puisque c'était, comme tu disais, outside linebacker, son poste a souvent tendance à aller blitzer. Donc il est aussi capable de reculer en couverture. Il sait un petit peu tout faire, Carter Coughlin. Mais enfin, il y a moyen en tout cas qu'il rentre vraiment dans cette rotation d'inside linebacker. Alors rappelle-toi, l'an dernier, notre remplaçant c'était Devante Downs. Je crois même que Devante Downs était titulaire au tout premier match l'an dernier. Et en un drive, on a su tout de suite que ce mec était une chèvre et on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fout là quoi. Et donc rapidement, Tay Crowder avait pris sa place. Il n'avait pas été incroyable, mais en tout cas il faisait le taf. Donc il va faire partie de la rotation, Tay Crowder, ça c'est sûr. Et n'oublie pas aussi qu'on a Reggie Ragland qui vient d'arriver chez nous et qui est Tout à aussi fait. plutôt convaincant. Donc là, avec c'était un poste un petit peu inquiétant, cette poste d'inside linebacker. Avec, à côté de Blake Martinez, on se demandait un peu qui on allait mettre. Et là, avec Tay Crowder, Carter Coughlin et Ragland, on se dit qu'il n'y a plus trop de questions et on est un petit peu safe à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Joueur qui a été plutôt en vue aussi contre les Browns, là pour le coup, c'est Ocean Jimenez qui lui est outside linebacker et qui a vraiment réussi à mettre la pression sur le QB à plusieurs reprises. Le seul problème qu'il a, c'est un peu ils disent seal the edge en anglais, enfin en faire des contains, empêcher que le jeu rebondisse sur les extérieurs. Ouais, Il s'est un contenir peu le fait côté de la avoir. poche. Ouais, voilà, il s'est fait un peu avoir sur un jeu. Je pense que à ce niveau-là, comment il s'appelle, Lorenzo Carter et Aziz Ojulari sont meilleurs que lui, mais pour aller mettre la pression sur le QB en tout cas, et sur des potentielles tentatives longues, tu sais, où tu es en Ouais. 3e et 15, ce genre de truc-là, il va être très intéressant et il faut qu'il continue à monter en puissance. Malheureusement, il a été blessé rapidement l'an dernier, mais il pourrait revenir correctement. Il a fait un bon match, donc ça c'était Ouais, ouais, intéressant. ouais. Et d'ailleurs, il a eu un sac contre un ancien joueur des Giants, Kyle Loletta. Kyle Letta. Voilà, j'ai vu son nom m'échapper Ouais. l'espace de 2 secondes, comme ça m'arrive assez souvent. Ouais, non, c'est voilà, s'il avait fait un gros câlin à son ancien coéquipier. Ouais, Euh, il a assez atomisé par derrière. Et d'ailleurs, Caloletta, qui est pas mauvais, hein. Quand je vois ça, je me dis, putain, c'est presque dommage qu'il soit pas resté chez nous. Mais bon, ouais, bah c'est. je l'ai trouvé plutôt intéressant dans ce match. Il a dû trouver un coach qui sait exploiter un peu son potentiel. Tant mieux pour lui. Ouais, enfin, en tout cas, Mais il sera pas titulaire tout de suite. Mais bon. pour en revenir en tout cas à Oshane Jimenez, bah oui, il a fait un très bon deuxième match. J'ai aussi lu quelques articles qui disaient énormément de bien de Aziz Ojulari pendant la semaine d'entraînement contre les Browns, Ah ouais. où bah, il a été confronté à la première escouade de la ligne offensive des Browns, hein, donc les squads titulaires, et il se débrouillait pas mal. C'est plutôt encourageant. Enfin, je pense que niveau edge, on l'avait déjà dit avant et je pense qu'on aura l'occasion de le constater sur le terrain, mais on a un front seven qui a une bien meilleure gueule que l'année précédente. Enfin déjà l'année précédente ça avait une bonne gueule, mais là Mm. on a des edge rushers si déjà on peut tourner avec Ojulari, euh, Carter Lorenzo Carter. Mm. et Jiménez, et puis le gars des Lions qui a un nom imprononçable, Ife Digabo, quelque chose comme ça. Ah oui, Ouais, il est où? Attends, je le retrouve pas. Odenigbo, un truc comme ça. ouais, ouais. Sachant que lui a été invisible sur les deux matchs, Ouais. malheureusement. Mais bon. Mais bon, voilà, en tout cas, on a de quoi faire une belle rotation Ouais. avec ces 4 gars. Donc, Et sachant qu'on a encore du monde sur la defensive line, hein, malgré le départ de Tomlinson, on a toujours donc les deux titulaires en puissance, Dexter Lawrence et Leonard Williams. On a BJ Hill qui a pas mal joué aussi. Austin Johnson qu'on avait re-signé, qui était au Titan il y a 2 ans et qu'on avait re-signé cette saison. Mais derrière, on a encore du monde parce qu'on a Danny Shelton qui est aussi ouais. un gros gabarit. David Moa qui apparemment s'est beaucoup illustré sur le match contre les Browns. Alors j'ai pas fait ultra gaffe, je vous avoue, et puis vers la fin du match, j'ai un peu lâché parce que bon, les quatrièmes couteaux, c'est pas forcément ultra intéressant, mais en tout cas, on a largement moyen d'avoir une ligne défensive malgré le départ de Tomlinson qui est encore de très très haut niveau. Donc tu vois, en fait, il y a des équipes, je pense, qui sont connues pour avoir certains postes avec beaucoup de profondeur.
et les autres équipes vont avoir tendance à les regarder, à les analyser au moment des cuts pour venir aller récupérer 2-3 joueurs. Typiquement, nous on disait ça des Browns, puisque les Browns ont une O-line très bonne avec des bons remplaçants, et du coup il y a pas mal de journalistes qui disaient c'est l'occasion un peu de scouter la O-line des Browns au cas où au moment des cuts on a un joueur qu'on a repéré et qu'on puisse le récupérer rapidement, puisqu'ils ne peuvent pas garder tout le monde évidemment, donc s'il y a des joueurs qui sont intéressants, faut pas hésiter à piocher dedans. Donc chez nous je pense que c'est la D-line, il y a du monde, il y a de la profondeur, et on pourra pas garder tout le monde. Ouais, non, faut faire des choix, c'est comme chaque année. Ouais. En O-line aussi, on peut peut-être en parler 2 minutes, puisque notre O-line titulaire a joué 2 drives le premier match, a pas été ultra convaincante, en tout cas pas pour tout le monde, et notamment Matt Peart qui dès le 3e snap concède un sac, ça c'est un tout petit peu alarmant, mais sur le reste des snaps qu'ils ont joués, ils ont été plutôt corrects, et a priori surtout ils ont vraiment haussé leur niveau de jeu contre les Browns pendant les practices, mais ça on peut pas le voir. Donc, ouais, non. De toute façon, Matt Peart, il va être sur le banc pour laisser sa place à Nate Solder. Attends, c'était quoi? Attends, si j'essaie de me rappeler des anciens podcasts, t'avais dit, moi je mise sur Andrew Thomas à droite et Nate Solder à gauche. C'est ça que t'avais dit? Ah, mais ça, c'était l'année dernière. Il y a prescription depuis. C'était l'année dernière. C'était il y a quelques podcasts. Hein. C'était pas non. Il y a quelques podcasts. Au moment du Covid où on se disait est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va pas revenir. Ah oui, peut-être. Oui, mais après, on en a reparlé et j'ai dit. Andrew Thomas allait rester à gauche, mais par contre, c'était Nate Solder qui allait faire le côté droit. D'accord. Par contre, Andrew Thomas, apparemment, a encore step up et plutôt a fait un très très bon training camp. Donc, ça, c'est rassurant. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Il faut, enfin, moi, ce que j'espère, c'est avec l'arrivée de Rob Sell et le retour de Pat Flaherty, qui était notre ancien coach de ligne offensive du temps glorieux de David D, Shanohara, Christny et compagnie. On en parle à chaque fois de cela. Ah, c'est clair. Non, et en plus, tu sais, avec cette petite série de faire un peu un décompte. Alors, je suis tout le temps à la bourre, hein, mais faire, tu sais. Je suis parti de 100 jours avant le kick-off. Oui. Et donc, en fait, j'ai fait de 99 jours, puisqu'il n'y a personne qui porte le numéro 100. Mais j'ai passé en revue, en fait, tous les joueurs qui avaient eu sur la ligne offensive et cette période glorieuse. Mais qu'est-ce que c'était bien. On est vraiment passé du top au fond en un rien de temps. Et on espère, en tout cas, qu'avec ce nouveau coaching staff et aussi les avis, enfin les conseils de Pat Flaherty, on arrive à exploiter tout le potentiel de Andrew Thomas, mais tu as aussi d'autres joueurs qui sont très intéressants, hein. Matt Peart, Nick Gates, Shane Lemieux et Willie Hernandez. On espère enfin qu'on en verra quelque chose. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que en regardant la depth chart, t'as cité la starting line hein, là. Ouais, oui, mais justement, tu sais, avant, Will Hernandez était tout le temps côté gauche. Il était à droite. Maintenant, il est côté droit avec Matt Peart à sa droite. Et parce que je crois qu'ils avaient déjà remarqué que le duo Shane Lemieux Andrew Thomas fonctionnait pas trop mal, même si Shane Lemieux en tant que pass protecteur, c'est pas trop ça. Ouais, mais globalement, l'intégralité de la O-line est meilleure en jeu pour la course que contre la passe, pour protéger le quarterback. Donc oui, ça c'est valable un peu pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'ils ont switché, Shane Lemieux est passé à gauche, ce qui était déjà un peu le cas l'année dernière. Mais à ce moment-là, Hernandez jouait plus trop. Et d'ailleurs, on se disait, mais est-ce qu'on va pas finalement le trade ou le laisser partir parce qu'il joue quasiment plus. Et finalement, il est là. Et ça a l'air aussi, lui aussi, ça a l'air de se passer plutôt bien. Globalement, là, on verra ce que ça va donner, mais cette O-line a l'air de quand même un petit peu s'emboîter correctement et s'il n'y a pas de blessure, parce que là il faut espérer qu'il n'y ait pas de blessure, ça devrait tenir. Alors je dis pas qu'on va avoir une top O-line, très loin de là, mais il faut juste être dans la moyenne, ce serait déjà pas mal. Sachant que la O-line la O-line remplaçante, qui avait été catastrophique sur le premier match contre les Jets, a vraiment step up sur ce deuxième match, et notamment Jonathan Harrison qui en a fait venir des Jets, je crois. Il est peut-être passé par un autre club, je sais plus, mais en tout cas il a joué centre au match contre les Browns, et tout le match d'ailleurs il me semble, et il a été extrêmement convaincant, et globalement cette O-line est bien meilleure que ce qu'elle a été sur le premier match, mais c'est pas non plus la folie, et il faudrait pas trop
qu'il y ait de blessés parce que ça pourrait vite devenir compliqué. A priori, nos 2 remplaçants en puissance, ce seraient Nate Solder et Harrison. Mais derrière, va falloir un peu se battre pour aller chercher quelqu'un qui peut être au niveau. Donc bon, si on veut que Daniel Jones s'en sorte cette année, ça se fera pas sans la O-line. Idem pour Saquon Barkley d'ailleurs. Ouais, tout à fait, tout à fait. On a carrément besoin de ces gars-là. On peut d'ailleurs faire une très belle transition pour parler de nos running backs. Alors, pas forcément de Saquon Barkley, mais si tu me permets de présenter le prochain joueur qui s'est bien fait remarquer, et surtout lors du match contre les Browns, c'est Devontae Booker qui il écrasait tout sur le running game, quoi. On a vraiment trouvé notre running back 2 et j'espère qu'on le verra assez souvent sur le terrain. Alors j'espère qu'on verra surtout Saquon Barkley, mais si on peut lui donner de temps en temps quelques snaps pour que Saquon Barkley se repose, c'est pas plus mal. Ouais, je suis d'accord, et il avait été pas top, un peu lent au premier match, et au deuxième match, c'est vrai que ça a été beaucoup plus convaincant. À l'inverse, Corey Clement, qui serait a priori le running back 2 ou 3, en fonction de ce qui va se passer avec Booker, avait été très en vue au premier match et un peu moins au deuxième, donc bon, l'un dans l'autre. De toute façon, je sais pas combien on avait gardé de running back l'an dernier, au début de la saison. Je pense qu'on avait gardé 3 halfbacks. Et un fullback qui était Eli Penny, mais qui en fait est plutôt, on s'en sert plutôt comme running back. De mémoire, t'avais oh non, je vais pas sortir les noms parce que je les ai pas tous, mais il y avait Alfred Morris, il y avait Penny, il y avait Wayne Gallman, il y avait au moins ces 3 gars-là. Et Barkley, il jouait Barkley quand même au ouais, début mais en de la fait, saison. Barkley, je le compte. Oui, au début de saison. Donc ça faisait 4. Ouais. Ça faisait Voilà. 4. Du coup, c'est ça. Et là, Elijah Penny, apparemment, de ce qui se dirait dans les couloirs, les bruits de couloir, c'est que on voudrait le faire jouer plus en running back que en fullback. Et d'ailleurs, il a fait quelques snaps pas mauvais. Hein. Enfin, le mec est puissant en tout cas. Ça, c'est clair. Oui. Bah, à la limite, s'il peut servir de power back, un peu comme l'était. Je pense à un Brandon Jacobs. Alors, il n'a pas forcément le même gabarit, mais tu sais, le gars que tu fais venir quand tu es en 4ème et 1, il est capable, il a de bonnes mains en plus, il est capable d'attraper le ballon dans le flat. Ouais, je pense qu'on a des gars qui sont pas des manchots. On a vu aussi l'Autrichien Sandro Platzgummer qui a fait une course de 40 yards contre les Jets. Alors on s'attend pas à ce qu'il ait une place dans le roster final. Et il a pas pris un snap contre les Browns. Ouais, bah de toute façon c'est un gars, il fait partie d'un programme de joueurs internationaux et je pense qu'on peut le garder encore une année dans notre practice squad sans que personne puisse nous le piquer. Mais c'est bien, en fait, moi ce que je trouve surtout génial, qu'il ait une place chez nous ou pas, c'est de voir des Européens qui trouvent leur place en NFL. Tu vois, même ce gars, s'il va demain chez les Eagles ou chez les Cowboys, je serais content pour lui parce que il arrive de tellement loin. C'est super de voir des profils comme ça arriver en NFL. À mon avis, déjà, le gars, il vit le rêve. Juste d'être en practice squad d'une équipe NFL, c'est déjà ouf en vrai. Ouais. Tiens, attends, parce que tu parlais de la puissance de Penny, on va juste faire un jeu. Alors, Penny, c'est le plus grand de tous nos running backs. Il mesure 6 feet 2, donc je sais pas combien ça fait. Ça fait plus de. Je crois que ça fait 1m80. Je crois que c'est ma taille américaine. Il me semble que c'est 1m82. Ok. Bon. Et juste pour le poids, alors, il y a Devontae Booker, il fait 219 pounds. Corey Clement, il fait 220, donc il fait quasiment pareil. Saquon Barkley, il fait 233. Devine combien il fait Penny. Si t'es pas en train de regarder la page. J'étais justement en train de regarder. Alors, attends, t'as dit 233 pour Barkley et 250 pour... Non, j'ai pas dit 250. J'ai dit 219 et 220 pour Booker et Clement. Donc ils font le même poids. Allez, je vais dire un petit 260 pour Penny. Non, 234. Donc il fait le même poids que Saquon Barkley en fait. Ouais, alors que Saquon Barkley, il court beaucoup moins en puissance que Penny, tu vois. C'est bizarre. Oui, mais Saquon Barkley, il a 75% de son poids dans ses deux cuisses. Donc voilà. Mais ouais, bah écoute, non, je m'attendais pas à ce qu'il fasse le même poids que Barkley. Bah attends, Saquon Barkley, il fait, d'après Wikipédia, 1m80, 106 kg. Ouais. Putain, t'imagines, c'est ouf. Et Platzgummer, il fait que 210. Ouais.
Et bah c'est presque le point. Ah oui, de Gary Brightwell qui est le running back qu'on a pris avec un 6e ou 7e tour de cette année. D'ailleurs, j'ai une question qui me vient soudainement, et tu vas me répondre parce que je pense que tu as la réponse. Qu'est-ce qui se passe si tu récupères un rookie que tu mets dans ton practice squad? Me dis pas que n'importe quelle équipe peut venir te le choper, c'est pas possible. Si. Ils sont protégés. Non. Même un rookie, c'est pas protégé. Bah, un rookie qui soit. Sauf si. Personne ne mettra un premier tour dans un practice squad de toute manière. Non, non, Mais un rookie qui soit drafté ou non drafté, il est dans ton practice squad, n'importe qui peut le récupérer. Parce que Brightwell, c'est sûr qu'il a au practice squad, il va pas faire l'équipe, c'est impossible. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, Brightwell, il a été drafté quoi 7e ou fin de 6e tour de toute manière. Ouais. C'est comme un UDFA, c'est pareil. Donc. De toute façon, je veux dire, Brightwell, je me rappelle plus exactement ce qu'on avait dit sur lui à la sortie de la draft, mais il avait rien d'exceptionnel. Hein, Non. Donc moi, ça me fait ni chaud ni froid si on le garde pas. Hein. Non, je suis d'accord, mais ça m'étonne toujours de me dire, tiens, tu mets le mec en practice squad et puis il peut se faire virer, quoi. On peut pas le récupérer, donc c'est un petit peu triste. Juste rapidement, je sais pas trop s'il y a d'autres choses à dire. Moi, je voulais parler un petit peu de Mike Glennon. On peut parler de Mike Glennon, je pense qu'il faudra qu'on s'arrête aussi un peu rapidement sur Rodarius Williams. Mais allons sur Mike Glennon. Ouais, on fait n'importe quoi, on prend les postes dans n'importe quel sens, mais c'est pas grave. Mike Glennon, du coup, qui a fait un premier match vraiment pas terrible, j'ai même plus ses stats en tête, mais il a dû compléter 2 ou 3 passes, c'était pas top, et qui a été beaucoup plus convaincant sur ce deuxième match, heureusement. Il y a eu des bons drives, et il finit à 10 sur 13, c'est plutôt bien, 86 yards, bon, c'est pas incroyable en termes de yards, mais c'est plutôt correct aussi. 0 TD, 0 interception, voilà, moi je l'ai trouvé plutôt rassurant, et meilleur en tout cas que notre QB l'an dernier, remplaçant, je sais plus qui c'était, mais qui était incapable de lancer la balle à plus de 10 yards. Colt McCoy. Ah oui, McCoy, ouais, c'est vrai. Ah oui, Colt McCoy, d'ailleurs, je l'ai vu dans quelle équipe? Parce que je regarde quelques matchs de pré-saison, puis tu vois des joueurs. D'ailleurs, j'ai vu Gallman aux 49ers. Non, mais je regarde un peu ce qui se passe, et je regarde les 49ers et je vis Wayne Gallman. J'ai fait merde, c'est triste. Mais oui, du coup, Mike Glennon, voilà, intéressant. Et Cards. D'accord. Ouais. Et donc on a eu aussi contre les Browns, donc je sais plus qui était, j'ai déjà oublié son nom, mais le quarterback numéro 3 qu'on avait eu au premier match contre les Jets, qui avait été vraiment extrêmement mauvais, et qui de toute façon était blessé. Alors je sais pas si on l'a mis pour blesser, pour le dégager ou pas, mais en tout cas il a viré, et on l'a remplacé par Brian Lewerke, qui a eu vraiment quelques jours pour s'adapter à l'équipe, et qui sort un match à 11 sur 19, 108 yards, un touchdown, une interception. Interception en toute fin de match sur une espèce de mini El Mairi pour essayer de gagner le match. Très honnêtement, pour un mec qui a eu 4 jours pour s'entraîner, je trouve que ça va, quoi. Honnêtement, le mec a été correct. Ouais, non, c'est pas dégueulasse, mais bon, de toute façon, moi je m'attends à ce que pour cette équipe, on n'ait que Daniel Jones et Mike Glennon. Enfin, pour moi, le gars, il est juste là pour lancer le ballon aux joueurs au 3e et 4e couteau, hein, comme tu disais. Bon, s'il a une place dans un practice squad, il pourra déjà s'estimer heureux, hein, que ce soit chez les Giants ou ailleurs. Ah oui, bien sûr. Mais après Mike Glennon, écoute, je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'ai écouté un podcast de deux Américains que j'aime bien suivre, qui pour eux disaient oui, Mike Glennon, il a certainement un meilleur bras que Colt McCoy, mais par contre niveau vision de jeu, c'est quand même beaucoup moins bien. Bon, tout ce que j'espère, c'est qu'on le verra le moins souvent possible sur le terrain, parce que si on le voit, ça veut dire que soit Daniel Jones est très mauvais, soit Daniel Jones est blessé. Donc voilà. Mais il faut quand même, on l'a déjà dit ça, mais il faut un QB remplaçant qui soit correct, parce que c'est sûr et certain. Enfin, peut-être qu'il va faire une saison entière, hein, Daniel Jones on lui souhaite, mais ça peut arriver d'être blessé ou quoi pour un match ou deux. C'est ce qui s'est passé sur ses premières saisons, donc ça peut toujours arriver. Attends, juste pour info, Mike Glennon dans sa carrière, il fait 43 TD, 25 interceptions. Bon, tu vois, ça va. Hein. Oui. J'ai cru que tu allais me dire que Mike Glennon avait fait 43 équipes en NFL. Ouais, c'est ça. Ce qui aurait pas été impossible. Il a fait impossible. les Oilers et des équipes qui n'existent plus. Du coup, ça fait 43. Et tu voulais finir aussi sur Rodarius Williams. Williams. Ouais, parce que en fait, j'ai lu pas mal de choses sur lui pendant le training camp. Apparemment, il s'est bien fait remarquer par en fait les coachs lors des entraînements. Il a eu par contre en fait un match contre les Jets qui était en demi-teinte, où il a eu de bonnes actions, et puis par contre à d'autres occasions il s'est fait complètement griller en couverture. Mais surtout, ce que j'ai entendu sur lui, c'est que
il a été bien marqué par les vétérans de l'équipe. C'est un gars qui a l'air d'être assez mûr sur le terrain et qui n'a pas justement peur de se confronter aux joueurs d'en face. Hein. Donc c'est plutôt bon signe. Après, on a beaucoup de monde dans cette secondary, donc ça va être difficile pour lui de trouver de la place. Puisque tu vois, on a déjà, si on regarde, on a le CB1, CB2, tu as entre Adoree Jackson et il faut que tu m'aides pour notre CB1 dont j'ai plus le nom. Bah oui, mais du coup tu l'as oublié, James Radberry. Voilà, James Radberry. Il faut que je fasse un effort cette saison. Faut que je revoie. Mais dans le slot, on a Darnay Holmes et comment il s'appelle le cornerback qu'on a drafté en 3, qu'on n'a pas vu jouer du tout, qui s'est blessé. Aaron Robinson. Tu vois, celui-là, tu l'avais. Ouais, je l'avais. Ok. Donc tu te rappelles plus de Aaron Robinson, un mec qui a jamais joué pour nous, que James Radberry, qui est pro bowler, quoi. Non, c'est tout simplement parce que j'ai la page Wikipédia. Ah d'accord. Sous les yeux. Ouais. Donc non, mais tout ça pour dire, en fait, Rodarius Williams, j'ai vu pas mal son nom et pour des choses positives. A contrario, un Sam Beal, lui par contre, il s'est pas du tout. Ah bah c'est fini. Ah oui. Mais lui c'est terminé. Déjà, non, lui c'est fini. Il a fait encore une action toute pourrie là où il aurait pu intercepter, puis finalement il est très passif et il saute en reculant et donc t'as le receveur qui passe devant lui, qui récupère le ballon. Donc bon, bref, Sam Beal, c'est sûr que c'est terminé. Vu comme tu disais, il y a une énorme concurrence au poste de DB. Donc c'est quasi impossible de le voir dans le roster final. C'est comme pareil des Madre Harper, c'est des mecs qu'on verra plus ça. Mais Rodarius Williams, j'en avais entendu parler aussi en bien comme toi, et j'étais un tout petit peu déçu au premier match contre les Jets parce qu'il a été en retard sur beaucoup de ballons. Alors heureusement derrière il assurait le plaquage et je l'ai trouvé un peu meilleur contre les Browns. D'ailleurs il a une passe typée, deflect pass, comment on dit, je me souviens plus. Dévié. Une passe déviée, ouais. Donc voilà, un tout petit peu meilleur, mais voilà, c'est en tout cas, je crois qu'il a 25 ans, il est 24 ans, il est plus vieux que son frère Grady Williams, contre qui il a joué d'ailleurs. Donc ça c'est toujours l'histoire marrante, alors qu'il a été drafté 2 ou 3 ans plus tard. Donc voilà, mais effectivement un joueur qui a été très en vue, tu as tout à fait raison. Ouais, oui, ça m'arrive souvent d'avoir raison d'ailleurs. Oui. Mais ouais, donc voilà ce qu'on peut dire jusqu'à présent. Je crois qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Pas mal. Oui, non, la prochaine étape pour nous, ce sera de faire une petite revue d'effectifs, de voir qui va rester dans cette équipe, qui ne restera pas. En tout cas, comment est-ce qu'on voit les choses, tout simplement. Alors attends, juste là, je vois Ron Robinson, il est active, mais physically unable to perform. Ouais. Comme Kyle Rudolph. Donc il devrait revenir bientôt. Et dans les reserves injured, là il y a plusieurs mecs, mais bon, on s'en fout un peu. Levin Toilolo, le pauvre, qui s'est blessé dès le premier entraînement. Bref, bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Non, je pense pas. Le prochain podcast, on fera une revue d'effectifs. On retrouvera notre 53. Alors, soit il sera déjà annoncé, soit on essaiera de le deviner, sachant qu'il y a des postes où il n'y aura pas trop de surprises, comme on en a déjà un petit peu parlé, mais d'autres où il y a peut-être, notamment corner, ça va être un petit peu ça va un petit peu se chamailler. On l'avait fait l'année dernière, je pense qu'on essaiera de le refaire cette fois-ci. Et puis, le premier match, alors ce week-end, on a un match, je crois que c'est dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit. On a un match contre Boston. Oui. Et ensuite, on a... il y a une espèce de bye week. Ah, je pensais que ça enchaînait direct. Non, il y a une semaine où il se passe rien. Donc, ça laisse le temps à Saquon Barkley de se reposer, ça, c'est bien. Il y a une semaine où il se passe rien, donc le week-end du 4 au 5, il n'y a rien. Et ensuite, c'est parti pour la saison. Le week-end du 12. Et notre match, je suis en train de regarder, notre match contre les Broncos. Le 12 à 4h25 là-bas, ça doit faire 10h25 chez nous, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Moi, je le verrai plus tard parce que je serai en vacances, tout simplement. Encore ? C'est pas possible ! Bah oui. Mon Dieu ! Mais oui, mais depuis que j'ai touché mon demi-million, comme toi, grâce au podcast. Moi, je le disais pas, moi je le montrais pas, tu vois, je partais pas en vacances avec pour pas flamber. Et ok, écoute, on verra ça. En tout cas, voilà, prochain podcast, on fera cette revue d'effectifs de notre 53. Et puis voilà. Ouais, écoute. Merci beaucoup pour cet épisode, c'était un plaisir de te retrouver et de pouvoir enregistrer ça pour nos auditeurs. On espère que ça leur fera également plaisir.
Ouais, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous follow sur les réseaux sociaux, donc @nygiantsfr, @tiergo, THIERGOW, et puis vous retrouvez le podcast évidemment sur YouTube et sur les différentes plateformes Google Podcast, Apple Podcast et quoi Spotify. d'autre Spotify. Et Voilà. c'est déjà pas mal. Et comme personne nous l'a demandé, hein, mais si jamais vous avez une autre plateforme à laquelle vous tenez beaucoup et vous voulez que le podcast soit disponible, envoyez-moi un petit DM et je verrai ce que je peux faire parce que là on est sur PodCloud, mais on peut mettre ça sur différents trucs. Il y a Deezer notamment et d'autres plateformes que je connais pas forcément, mais on peut essayer de s'arranger. Voilà, et il traitera votre demande après ses vacances, évidemment. Bonne soirée tout le monde, à bientôt, salut. Salut!